Bonjour à tous, ici Eric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Aujourd'hui, Passion Immo reçoit Cécile Hébrard. Alors, qui est Cécile Hébrard ? Cécile Hébrard, en fait, c'est une créatrice de son activité, de son agence immobilière, puisqu'elle a créé il y a un peu plus d'1 an une agence immobilière. Alors vous me direz, oui, bon, il y a d'autres personnes qu'elle qui créent des agences immobilières. Oui, je suis d'accord, même si en soi c'est déjà quand même quelque chose de particulièrement original quand même. Mais ce qui fonde le côté un peu atypique de Cécile Hébrard, c'est que c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, et une reconversion professionnelle assez lourde, puisqu'en fait, pendant plusieurs années, elle a travaillé dans le domaine médical, même s'il s'agissait d'une fonction commerciale, passer à l'immobilier n'est pas nécessairement une évidence. Et moi, j'ai fait sa connaissance de la manière suivante. Je suis responsable, entre autres activités, d'un BTS profession immobilière, et donc je vois chaque année, dans mes différentes promotions, arriver des candidats, des candidates et des candidats qui sont en général plutôt dans une tranche 20-25 ans. Et je vois Cécile arriver un matin à mon bureau voilà, alors bon, elle n'est pas du tout dans cette même tranche d'âge, puisqu'elle a passé 40 ans. Et je vois quelqu'un arriver, mais alors avec une solidité dans la prospective, dans ce qu'elle voulait faire, sachant à l'avance que son objectif d'ici 3 ans, à l'époque, c'était de créer son agence immobilière, qu'elle voulait absolument faire un BTS parce qu'elle ne souhaitait pas aller proposer des services sans être passé par une formation solide, et reconnaissons qu'un BTS profession immobilière est plutôt très solide à ce niveau-là, et par ailleurs, et c'est l'explication, elle souhaitait avoir une carte d'agent immobilier sans laquelle on ne peut pas exercer cette activité, et le BTS est une des rares formations qui permet, en sortant, de demander auprès de la CCI, des CCI, une carte d'agent immobilier. Donc j'avais quelqu'un en face de moi que je ne connaissais pas bien encore à l'époque, qui avait une ambition très, très, très réelle, et je sentais en plus qu'il y avait de l'aplomb dans tout ça. C'était pas un vague projet qui était né du matin. Je sentais tout de suite qu'il y avait quelque chose qui avait sans doute été travaillé, réfléchi pendant de très nombreux mois. Donc ça, c'était la première chose. Et puis deuxième chose, j'ai vu naître ce projet au fil des mois, c'est-à-dire que elle est aujourd'hui installée à Beaune, mais elle va nous parler de tout ça, bien évidemment. Et j'ai vu naître donc ce projet progressivement, avec un mélange d'audace certaine de sa part, d'esprit d'aventure, mais au sens noble du terme, comme on peut l'avoir quand on veut créer son activité, mais avec énormément de prudence quand même, et en étant extrêmement... en ayant les pieds sur terre, tout simplement, c'est-à-dire ne faisant rien sans avoir bien pesé le pour et le contre, etc. Voilà. Et tout ça était quand même très intéressant. Donc c'est cette expérience que j'ai souhaité partager avec vous, et le mieux pour partager cette expérience, c'était d'aller la rencontrer. Et donc maintenant, nous allons écouter cette interview de Cécile Hébrard. Bonjour Cécile.
Bonjour Eric. Bien. Alors Cécile, la première fois que je t'ai vue, c'était, j'ai fait le compte dans ma voiture en venant à ton agence, puisque là aujourd'hui on est à ton agence. C'était, je crois, il y a 4 ans et demi à peu près, puisque la première fois que je t'ai vu, c'était au printemps. Tu avais le projet en fait d'intégrer le BTS que j'ai l'honneur entre guillemets, voilà, d'animer et de diriger en fait, voilà. Et alors, il y a une originalité, parce que d'habitude, j'accueille plutôt des jeunes qui ont 18, 19, 20, 22 ans, voilà. Bon, on va dire que tu as un peu plus de 22 ans, hein, sans largement ton plus. âge. Voilà. Mais cette année-là, il y avait une promotion qui était particulièrement originale, puisque vous étiez 4 drôles de dames, en quelque sorte. Dans la tranche d'âge, me semble-t-il, allait entre 30, 32 ans pour la Entre plus... 40 et 50. Ah oui, ah bah tu vois, je pensais que la plus jeune était Non, de non. vous 4, voilà. Bon, donc, tu avais un projet professionnel qui était quand même celui, on va dire les choses, d'une reconversion. Ah, c'est le cas. Hein, voilà. Alors, je vais te laisser te présenter. On est 4 ans et demi en arrière. Qui était Cécile Ebrard 4 ans et demi en arrière? Alors, Cécile Ebrard était déléguée médicale depuis des années dans un laboratoire pharmaceutique, passionnée par mon métier, et annonce d'un plan social comme il y en a eu beaucoup. Cela faisait des années que j'étais très très intéressée par l'immobilier, donc j'ai saisi l'opportunité d'avoir ma formation payée par ma société, un accompagnement pour la reconversion. Donc très souvent, on me félicite de ma reconversion, mais je trouve que j'ai été dans une situation quand même idéale, car mon ancien employeur m'a payé ma reconversion quand même. Donc ça a été très vite, puisque l'annonce du plan social, c'était mi-janvier. Mi-février, je savais ce que je voulais faire, et j'étais dans l'étude de comment, chez qui, cours par correspondance, école, quelles sont les écoles, ainsi de suite. Le projet devait être finalisé au mois de juin 2015 et en fait, on s'était rencontrés au printemps 2015 puisque tout était déjà verrouillé de mon côté. Tout à fait. Si je me souviens bien, au printemps 2015, le projet était quand même assez clair. Je veux ouvrir mon agence immobilière. Tout à fait. Je voulais ouvrir mon agence immobilière. Pourquoi ? Parce que je voulais vraiment travailler dans l'immobilier en transaction, mais que pour moi, le souci, c'est que nous sommes tous des indépendants. C'est-à-dire même quand on travaille pour une agence immobilière, c'est la plupart du temps des indépendants. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Je suis une indépendante pour quelqu'un en, entre guillemets, subissant sa façon de travailler, même si je ne suis pas en adéquation, alors que je n'ai pas de lien hiérarchique avec lui, ou est-ce que je fais les choses à ma sauce parce qu'à mon âge, j'avais plutôt envie de les faire à ma sauce. Alors, comme tu le dis, les choses étaient quand même plutôt très encourageantes sur le plan financier parce que tu n'avais pas trop de soucis à te faire sur le financement de ta formation. Pour autant, j'imagine que c'est pas simple de reprendre des études quand on a 40 ans passés et qu'on va se retrouver sur un cursus qui est long, puisque un BTS, profession immobilière, c'est quand même 2 ans d'études, c'est 1100 heures de formation, assez poussé quand même, et dans un environnement qui est celui où, sur une classe d'une vingtaine, on va se retrouver avec des gens qui sont de la génération précédente. Est-ce que ça, on le vit bien ou est-ce que c'est, après tout, pas si simple que ça ? Alors, j'avais très honnêtement quelques inquiétudes. Déjà d'une, le fait de rester en cours pendant des heures assises, puisque dans mon ancien métier, je bougeais beaucoup, donc je me suis dit que ce serait compliqué. Je pensais qu'il était difficile de suivre les cours à mon âge. Je n'étais pas très inquiète par rapport à l'intégration avec des jeunes, puisque j'ai plutôt tendance à bien m'entendre avec les copains de mes enfants et ainsi de suite. Donc ça, ce côté-là, j'étais pas inquiète. Et en fait, ça a été une réelle surprise dans le sens où, pour moi, les cours étaient faciles, la prise de notes était facile, pour plusieurs raisons. Déjà d'une, parce que c'était hyper intéressant. Je pensais être intéressée par les cours. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi passionnant,
à mon sens. La prise de notes, il y avait quand même très souvent des gamins qui me prenaient mes feuilles parce qu'ils n'arrivaient pas à écrire aussi vite que moi. Mais je pense que ça, c'est en lien avec mon ancien métier, puisque dans mon ancien métier, on était régulièrement formés. C'est aussi une profession très réglementée et on avait régulièrement des contrôles où il fallait qu'on ait 95% de bons résultats pour pouvoir continuer d'exercer le métier. Donc ça faisait des années que j'étais entraînée à apprendre et à être contrôlée. Donc je pense que ça m'a aidé pour ma reconversion. D'accord. Je pense que tu avais choisi à l'époque le BTS Profession Immobilière parce que c'est un des parcours qui permet au final, quand on détient le BTS, de pouvoir faire la demande de la carte d'agent immobilier. Je pense que c'était ton choix. Alors j'ai étudié vraiment toutes les possibilités qu'il y avait, dont par exemple les cours par correspondance, qui ne me posaient pas de problème puisque je sais travailler toute seule, donc j'étais pas inquiète par rapport à ça. J'avais juste besoin de pouvoir poser des questions et d'être dans l'échange. Et c'est en cours qu'on peut être dans l'échange. Surtout que tu es quelqu'un qui pose énormément de questions. Mon prof, des fois, était un petit peu agacé par mes questions. Voilà. Je m'en souviens très bien. Donc, les différentes possibilités. Je voulais la formation la plus courte possible qui me permette d'avoir la carte professionnelle pour l'autorisation d'ouverture d'agence, la carte T. Donc, il y avait une autre façon de l'obtenir qui était la VAE sur 9 mois avec l'utilisation donc d'années d'expérience en tant que commercial. Donc ça, c'était encore avant que je sois délégué médical. Et pourquoi tu as écarté la VAE ? Ça peut intéresser certains qui se posent effectivement cette question. Ils arrivent à la quarantaine, ils veulent éventuellement faire une reconversion, ils sont hésitants entre plusieurs formations. Alors, je l'ai écarté pour la bonne et simple raison que pendant 9 mois, j'aurais été formée du côté commerce et non pas côté immobilier, et que derrière, il fallait que je demande une dérogation pour avoir l'autorisation que ça se transforme en carte T auprès de la CCI. Donc, je n'allais pas suivre 9 mois de commerce qui ne m'intéressait pas et que j'avais déjà bien acquis au cours de mes expériences. Moi, je voulais être formée en immobilier pur et dur. Oui, tu n'aurais pas pu acquérir toute la dimension réglementation. Du tout. Évidemment, j'aurais perdu 9 mois. Ouais. Oui, toi, tu penses carrément que tu aurais perdu moi, je perdais 9 mois. D'accord. Ouais. Alors, le BTS s'accomplit. Tu l'as de manière plutôt brillante, en plus, on va dire les choses. Je te tire mon chapeau des années après, parce qu'en plus, à l'époque, tu avais encore ton fils cadet. Avec quel âge ? Oui, mais le plus jeune, avec quel âge ? En 10 ans, non ? Alors, non, il a actuellement 9 ans. Ah oui, tu vois. Donc oui. Il était très jeune. Oui, il était très jeune. Plus de grands en études. Oui, donc seul avec 3 enfants. Oui, en plus, tu les élevais seul à ce moment-là. Je dis ça parce que force est de constater que parfois j'ai des jeunes qui ont un petit peu de soucis à se réveiller le matin, arriver à l'heure en cours, etc. Et que toi, tu n'as jamais manqué une seule heure de cours le matin à 8 heures, malgré tout cet environnement qui n'est pas nécessairement des plus favorables. Voilà. En sachant qu'en plus, comme je suis un petit peu une angoissée, pour pas dire une grande angoissée, et que j'ai toujours besoin de savoir où je vais, j'étais dans l'étude du prévisionnel parce que ma société m'accompagnait aussi avec un comptable qui venait de Lyon et qui me faisait faire un travail de tout un prévisionnel avec se renseigner, le coût d'une agence immobilière, comment devient-on agent immobilier, ainsi de suite. Donc j'ai monté un dossier pendant toute cette période. Je me suis fait les dents aussi en étant mandataire, en étant en formation chez les notaires. Donc, tout le monde était assez admiratif. J'avoue que j'avais un emploi du temps très compliqué, mais je suis plutôt du genre efficace. J'étais hyper motivée. Quand on est motivé, les choses se font facilement. Tout à fait. Bon, j'en suis le témoin. Pour autant, si je me souviens bien, et je ne pense pas dévoiler un secret, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, c'était le mois ou les 2 mois qui précédaient en fait le BTS, l'examen, où tu étais hésitante. À ce moment-là, tu étais quand même hésitante.
pourquoi cette hésitation à la fin sur la concrétisation du projet? Est-ce que c'était le côté... Il me semble que le côté financier pouvait poser souci, hein, en fait. Alors déjà financièrement, ça coûtait plus cher que l'étude que j'avais pu en faire. Alors, est-ce que tu peux dire en quoi la réalité coûtait beaucoup plus cher que ce que tu avais prévu? Sur quel plan, par exemple? Alors, c'est difficile, mais on va Sans dire... entrer dans le détail. Ouais, Mais, alors, en fait, par exemple, quand on ouvre une agence immobilière, on va se dire, une fois qu'on a acheté le matériel, il suffit de payer le loyer, l'assurance, et puis on va pas aller bien loin si on a un loyer raisonnable. Non, non, c'est pas du tout ça, hein. Déjà on a des frais de communication qui sont très, très, très élevés. Il y a beaucoup de frais annexes qui se rajoutent. J'ai en plus par la suite pris une alternante, donc voilà. Quand on se dégage un salaire, faut pas oublier que c'est pas le net qu'on se paie, mais qu'on a quasiment le double à payer en charge. Et nous sommes dans un métier quand même où il peut y avoir des aléas d'un mois sur deux en rentrée d'argent. Que, comme je l'ai dit précédemment, je suis une grande angoissée des finances, donc j'avais besoin d'avoir la certitude d'avoir du cash pour éponger des incertitudes. Et comme ça n'a jamais été mon but, je n'ai jamais eu envie d'être à mon compte. J'étais très bien salariée, hein, et j'adorais mon ancien métier. Si j'avais eu la possibilité, à mon sens, de travailler pour une agence immobilière en étant salarié, en étant passionné, mais avec la certitude d'avoir un salaire à la fin du mois, si j'avais un souci de santé, de pouvoir me reposer à la maison. Là, j'ai marché avec des béquilles au mois d'août en venant à l'agence pendant 3 semaines. Voilà, c'est quand on est à son compte, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être fatigué, et les fluctuations financières me créent un état de stress qui, avec ma mentalité, sont parfois compliqués à gérer et créent des grandes angoisses chez moi. Donc les 2 mois avant le BTS, c'est aussi parce que comme j'étais dans l'étude des marchés en général, je n'avais pas étudié que le marché beaunois, hein. Je m'étais posé la question éventuellement d'ouvrir à Dijon, par exemple. Il y avait 6 projets d'ouverture d'agences immobilières sur Beaune. Je me souviens qu'effectivement, à l'époque, il y avait floraison, hein, Il y avait floraison ouais. de projets. Donc, autant, moi, ça faisait en fait au final 3 ans que j'étais sur l'étude de ce projet. Quand on apprend qu'il y en a 5 autres qui le projettent, avec des enseignes qui ont les reins solides, je me suis demandé si je faisais bien d'ouvrir. Donc c'est surtout ça qui a été vraiment ma grande crainte avant le BTS. Alors, ce que je trouve intéressant quand même dans ta démarche, c'est que, là encore, j'en suis témoin, tu es quelqu'un d'extrêmement ordonné, qui est dans la projection des choses, qui étudie tout, etc. 2 ans à l'avance, je veux dire que tu commençais à mûrir ce projet. Pour autant, tu as eu cette hésitation, et pour autant, tu t'es retrouvé finalement avec une différence entre le prévisionnel tel qu'il avait été travaillé et la réalité économique. Voilà. Et je dis ça parce que je fais un peu l'analogie entre ta démarche et celle parfois d'agents commerciaux, parce que finalement, quelque part, elle est la même, que je trouve parfois extrêmement rapide sur leur étude de projet, et que même quand on étudie tout, on se retrouve en définitive avec parfois des surprises. Hein, tout à fait. Je pense qu'on peut résumer les choses comme ça. Je l'ai étudié pendant 2 ans, j'étais hyper félicitée par la comptable, enfin, toutes les personnes qui m'accompagnaient trouvaient ça génial parce que j'allais plus loin que tout ce qu'on me demandait. Mais au final, alors, je dirais un négociateur qui se met à son compte, il peut avoir un mois difficile, certes, il peut avoir des prêts, ainsi de suite, mais il n'a pas les coûts que j'ai au niveau de mon agence immobilière. Oui, tu parles des coûts fixes. Des coûts fixes, ouais, qui sont vraiment des incontournables, quoi. Ouais. Et même en étudiant tout, et encore une autre chose que j'ai étudiée, c'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai étudié tous les locaux commerciaux de Beaune, droit au bail, flux des piétons, loyer. Quand je me suis positionnée sur le local,
ça faisait 2 ans que je connaissais tous les prix de tous les locaux commerciaux. Donc, et là, j'en suis ravie. Hein. Voilà, mon positionnement, c'est encore mieux que ce que je pensais. Mais c'est comme les cours. Tu es bien situé. Je suis très très bien située. Je ne m'attendais même pas à avoir autant de passages à l'agence. Alors le fait que j'ai tout anticipé, mis déjà plein de choses en place avant l'ouverture d'agence, fait qu'à l'ouverture d'agence, j'ai été débordée de travail. Et depuis mon ouverture d'agence, je suis débordée de travail. Et je n'aurais jamais pu imaginer qu'une agence immobilière d'emblée soit débordée de travail. Je pensais qu'on cherchait le travail. Ça, c'est ma grande surprise. Jusqu'à maintenant, le travail m'arrive sans que je fasse quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est... Je joue l'avocat du diable, hein, quelque part. Est-ce que c'est pas dû aussi à une conjoncture qui fait que tu as ouvert aussi dans un environnement qui est plutôt dynamique en termes de marché et qu'évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile d'ouvrir à ce moment-là? On rappelle qu'il y avait effectivement 5 ou 6 projets concurrents. S'il y avait autant de projets d'ouverture à ce moment-là, c'est pas le hasard. Hein, voilà. Donc, est-ce que c'est aussi cette conjoncture qui fait que... La conjoncture y participe forcément. Si j'avais ouvert dans une zone où il y avait des tonnes de vendeurs... je ne vais pas citer certaines villes ou certaines régions, des tonnes de vendeurs et pas beaucoup d'acquéreurs en face, forcément la conjoncture serait pas la même. En plus, là, les derniers chiffres sont tombés sur le nombre de transactions en 2019. C'est une année encore exceptionnelle. Beaune est un marché hyper tendu. On a du mal à le croire, mais à un moment donné, j'avais comparé entre le nombre d'acquéreurs que j'avais dans mon fichier et le nombre de biens en vente, puisque je passe mon temps à étudier des quantités de choses. J'avais 50 acquéreurs pour un bien, proportionnellement. Je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai les 50 acquéreurs, puisque ce sont des acquéreurs qui peuvent être dans plein d'agences. Voilà. Et puis, les biens qu'on a à la vente peuvent être aussi dans d'autres agences. Je suis juste en train de dire qu'on a vraiment un marché très, très tendu sur Beaune, où on croule sous les acquéreurs. Et la difficulté, c'est d'avoir des biens à la vente. Alors, cette difficulté d'avoir des biens à la vente que tout le monde... Tout le monde rencontre de toute façon, quelle que soit la ville. Hein, c'est un vrai souci, effectivement. Alors, on va revenir sur cette ouverture. Donc, l'ouverture, elle s'est faite, si je me souviens bien, en septembre 2015. Alors, septembre, l'inauguration, je crois, 2017. Septembre 2017. Ah oui, tout à fait. Je zappe 2 ans. L'ouverture, elle se fait en 2017, donc ça fait 2 ans et demi à peu près maintenant. Tout à fait. Ça fait 2 ans et demi. Comme tu le dis, le travail est venu rapidement. Tu n'étais pas seul, tu as une petite équipe autour de toi. Comment tu travailles en fait depuis 2 ans et demi? Alors, donc j'ai une personne qui m'accompagne depuis le début. D'ailleurs, qui a fait les travaux dans l'agence avec moi. Oui, parce que je rappelle qu'en plein BTS, j'étais en train de faire les travaux dans l'agence. Et que j'avais fait les travaux dans le local avant d'avoir ma carte T. Donc moi qui suis plutôt du genre à anticiper et à être une grande angoissée, j'ai pris des risques, mais je me disais c'est pas grave, au pire j'aurais fait des travaux, si j'ai pas mon BTS, j'aurais juste perdu du temps et un petit peu d'argent. Tiens, au fait, une parenthèse, c'est rapide pour avoir la carte T? Non. Ah. C'est-à-dire que ça a été encore compliqué. Alors, est-ce que tu peux en dire 2 mots? Bon, ma question n'est pas anodine parce que je me souviens qu'effectivement, ça n'a pas été simple. Alors, donc on a les résultats des BTS rapidement, hein, début juillet, je crois, aux alentours du 6 ou 10 juillet, je ne sais plus. C'est ça, ouais. Sauf que on doit nous envoyer les notes. Et en fait, la CCI ne se contente pas de l'attestation comme quoi on a le BTS. Il faut le diplôme. J'ai dû faire des pieds et des mains puisque les diplômes étaient censés être remis au mois d'octobre.
Moi, j'étais déjà immatriculée depuis le mois de juillet, depuis le 10 juillet exactement, dès que j'ai eu mon attestation comme quoi j'avais mon BTS. Et en fait, derrière, ça a été très compliqué puisque je n'avais pas le document officiel. Alors, tu veux dire que tu étais immatriculé auprès du registre du commerce et des Oui. sociétés pour Oui, ton tout à fait. entreprise, voilà, mais que tu n'avais pas encore la carte T puisque tu n'avais pas les documents nécessaires qui te permettaient de l'obtenir. Exactement. Et la CCI est en vacances au mois d'août, en plus. Ouais. Donc, Alors donc cette carte T, tu l'as obtenue quand précisément? fin août, parce que j'ai été en Mais en capacité. insistant beaucoup. Ah là 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 Non, là. mais voilà, ça a été. Ah oui. Hein. Il a fallu que je leur prouve que ce que je leur montrais au niveau des notes était un document de l'académie et qu'il faisait foi autant que le diplôme. Parce qu'en fait, on me demandait le diplôme qui devait arriver en octobre et qui en plus a été encore plus retardé pour les BTS profession immobilière. Donc si j'avais dû attendre le diplôme, ça aurait été très compliqué au niveau ouverture. Oui. Donc ça, c'était un sujet d'angoisse, si je me souviens bien, dans l'été. J'ai au cours de enchaîné les l'ouverture. angoisses. Oui, tout à fait. Ouais. 2017, j'ai enchaîné les angoisses. J'avais l'angoisse de ne pas pouvoir assister à une épreuve de BTS. J'étais pas inquiète si j'étais présente, mais si j'avais un accident sur la route, si j'avais quelque chose, j'étais pas présente à une épreuve, donc j'avais 0. J'aurais pu repasser l'année d'après, mais moi, je ne pouvais pas me permettre de repasser l'année d'après. Mon projet était engagé, c'était pour ouvrir maintenant. En fait, je trouve que c'est très intéressant tout ce que tu dis, parce que derrière la notion, l'entrepreneuriat, souvent on voit une façade. Bon, c'est le cas, une belle agence, etc. Une activité indéniable, donc une réussite. Mais derrière cette réussite, voilà, il y a des angoisses, il y a des difficultés. Je me souviens d'un échange téléphonique qu'on avait eu, je crois, il y a un an et demi, là, sans non plus trahir de secret, où tu étais fatigué au bout de tout ce temps de travail. Comment on gère justement tout ça, cette activité nouvelle, cette mise en place, la vie de famille qui reste présente? Est-ce que c'est si simple? Pas du tout. Et cette année encore, j'ai dû bien gérer mes angoisses parce que quand on enchaîne les dossiers compliqués, un dossier compliqué, ça ne me dérange pas. Mais cet été, par exemple, j'ai eu 5 dossiers hyper compliqués. J'ai eu une semaine de vacances où j'ai travaillé à peu près 4h30 par jour de mes vacances avec mes gosses qui râlaient parce que j'enchaînais 5 dossiers compliqués en même temps. Donc, l'immobilier est très difficile. Je suis une perfectionniste. C'est à la fois ma qualité et mon défaut. Donc, ça me crée des angoisses quand ils sont plusieurs en même temps. Parfois, je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Puisque je rappelle que c'était pas un but d'être à mon compte. Je suis à mon compte parce que je voulais être dans l'immobilier et faire quelque chose qui me plaise à ma façon. C'est pour ça que je suis à mon compte. Mais j'ai jamais eu l'âme d'un entrepreneur. Donc, je le subis un peu pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis rattrapée par mes angoisses. Alors, t'as pas l'âme d'un entrepreneur, mais tu l'es quand même. Oui, et voilà. Je m'éclate. Oui, voilà, c'est ça. Et je m'éclate. Oui. Surtout que tu parles des dossiers compliqués. Moi, j'ai le souvenir du dossier que tu avais présenté justement au BTS. Certains cherchent un peu la facilité, mais toi, c'était pas du tout la facilité. C'était un dossier qui était génial, même sur le plan juridique. Il y avait une problématique de succession, etc. Complexe quand même. J'adore les successions. En fait, j'en récupère plein. Oui. Je sais pas, ça doit être un bouche à oreille. On m'envoie toutes les successions problématiques. Voilà. Est-ce que tu fais tes compromis ou est-ce que tu les fais faire par un notaire? Je les fais faire par tous les notaires. D'accord. Pour moi, chacun son métier. Alors, je sais que certaines agences vont dire que ça fait partie de notre travail. Pour moi, surtout depuis la loi Allure, ça ne fait pas partie de notre travail. J'explique pourquoi. Les notaires sont à capacité d'avoir des documents que nous n'avons pas. Je donne un exemple. Je travaille très souvent en interagence. Sans citer de nom,
on vend un appartement avec forcément un règlement de copropriété et tous ses modificatifs. L'agence avec laquelle nous travaillons travaille très bien et annexe tous les modificatifs qu'elle a qu'elle a à sa connaissance, sauf qu'il en manquait certains. Et le notaire, lui, il est en capacité de savoir ce qui manque et d'annexer les bons documents pour faire la purge SRU. Donc en fait, quand il manque une seule pièce dans le compromis, on n'a pas purgé les 10 jours de rétractation, ce qui fait qu'on peut avoir une mauvaise surprise 15 jours avant la réitération de l'acte parce qu'il nous manquait une pièce et l'acquéreur peut être en capacité de se désengager de la vente entre-temps. Donc, par contre, j'envoie tout au notaire, mais quand je dis j'envoie tout au notaire, je suis vraiment très régulièrement félicitée par les notaires parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que j'envoie toutes les pièces comme je les envoie. Je leur demande d'être en lecture du projet, je fais mes remarques, j'en informe les parties systématiquement, donc je suis plutôt dans l'accompagnement. Oui, tu te reposes pas, tu te débarrasses pas du tout. Sur le notaire, c'est pas ça du tout. Hein, j'ai un notaire récemment qui m'a renvoyé le matin même un mail en me disant « Vous êtes extraordinaire ». De la part d'un notaire, ça fait quand même plaisir. Donc, tu veux dire que les notaires sont avares en compliments ? Certains, oui. Ou des fois, ça les dérange de faire des compliments à une agence immobilière parce qu'une agence, c'est pas censé bien travailler pour eux. J'exagère, mais ouais, des fois, il y a quand même un peu ce ressenti-là. Donc, en fait, le matin, elle me dit j'ai bien le modificatif du permis de construire, mais il manque le permis de construire d'origine. Comme je suis toujours en lien avec le service de l'urbanisme, je leur demande. 2 heures après, j'ai le permis de construire original que j'envoie. Elle ne s'attendait pas à ce que je puisse lui fournir et que j'ai de telles relations avec le service de l'urbanisme. C'est juste pour donner un exemple de je ne fais pas les compromis, mais par contre, je suis réellement derrière, quoi. Alors, de toute façon, tu n'es pas la seule aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a 2 écoles à ce niveau-là. Les agents immobiliers qui préfèrent maîtriser de A à Z les Parce dossiers. que ça va plus vite aussi. Oui, alors ça va beaucoup plus vite. C'est la question que je voulais te poser. On poser. signe en 3 jours. Tout à fait. Est-ce que ça t'a parfois pas handicapé Bien sur le plan de la souplesse quand tu as un acquéreur qui arrive très très vite et que finalement tu veux ficeler les choses rapidement? Comment tu fais dans ces cas-là? Il y a des notaires qui nous fixent une date à 1 semaine. Il y a des notaires où on leur court après et à 2 mois, on n'a toujours pas de date de compromis. On s'arrache les cheveux. Donc, en effet, parfois, ça nous handicape réellement. Après, mais dans l'ensemble, tu ne regrettes pas d'avoir fait ce choix? Non. Et je continuerai de faire ce choix. Ouais. Même si demain, je suis en capacité d'avoir une secrétaire financièrement pour m'aider, je ne ferai pas les compromis en agence, j'y tiens. Pour 2 raisons. Les pièces disponibles et la rédaction de l'acte lui-même, parce que, par exemple, il y a une servitude qui doit être réécrite. Ce n'est pas nous, agence, qui sommes en capacité de le faire. Pardon. Et il y a un autre point auquel je tiens. Déjà d'une, quand on patiente au niveau d'une date, eh ben, l'acquéreur, ça le fait réfléchir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tous les compromis, toutes les promesses sont payants chez le notaire. Et c'est pas dangereux de faire réfléchir, de laisser réfléchir l'acquéreur? Ça peut l'être. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est pas mal aussi. Parce que quand on va en signature, ça veut dire qu'il a bien réfléchi. Parce que moi, j'envoie toutes les pièces avant. Donc, en fait, il a, par exemple, pour un appartement, tous les PV d'AG, les diagnostics. Je suis disponible pour lui expliquer toutes les choses. Donc, il n'y a pas de découverte en signature. Quand il y a une découverte en signature, c'est que moi-même, je ne le savais pas. Ou que le notaire ne m'a pas envoyé le projet. Voire même, il le rédige au dernier moment. Et là, c'est là que, comme la semaine dernière encore, on n'a pas signé parce que ça n'avait pas été envoyé, pas prévu. Donc, bon, après, on a refixé une nouvelle date et mes acquéreurs tiennent toujours à acheter la maison. Donc, ce que j'étais en train de dire aussi, c'est que c'est payant. Donc, on se dit, on se dit, c'est payant, c'est mieux que ce soit en agence gratuit.
Moi, je trouve que c'est très bien que ce soit payant. Parce que si un acquéreur est prêt à payer entre 300 ou 400 euros la promesse, ça veut dire que c'est un véritable acquéreur. Quand il se dit « Oh, bah, c'est gratuit en agence immobilière, comme ça, si jamais j'ai envie de me désister dans les 10 jours, je peux ». Donc, pour toutes ces raisons, je préfère signer les compromis chez le notaire. Bien, alors je voudrais savoir si dans une agence comme la tienne, on prend tous les mandats. Non. Ah, on ne prend pas tous les mandats. Non. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple de mandat que tu as refusé et pourquoi ? Tout à fait, je vais donner cet exemple. Donc, je vais quand même dire qu'au début, on ne peut pas se permettre de refuser les mandats, mais que maintenant, je suis très fière de pouvoir dire qu'on en refuse. Voilà, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce qu'une agence immobilière refuse des mandats. Donc, alors, un exemple. Un exemple. Donc, un propriétaire décide du prix, pense, et ça c'est fréquemment le cas, qu'en confiant à des quantités d'agences, ça multipliera ses chances d'être vendu. Et en fait, il était trop cher. Donc, pour être plus précis, tu penses à un propriétaire qui avait déjà mis en amont son bien en vente dans plusieurs agences, c'est ça ? Il a fait les démarches auprès de plusieurs agences en même temps. D'accord. Donc, il a été présent sur plusieurs agences et il vient de voir. En même temps. D'accord. Moi, j'aurais bien refusé directement le mandat. Ouais. Mais il s'avère qu'il avait été en contact avec mon alternante. Donc, pour mon alternante, j'ai accepté le mandat. Voilà, initialement. Mais je lui ai dit ce que j'en pensais et qu'on ne vendrait jamais à ce prix-là. Ouais. Mais tu as pris le mandat quand même. J'ai pris le mandat par rapport à mon alternante. Sinon, je le refusais direct. Alors, on va refaire. Parce que je voudrais que tu me donnes un exemple vraiment de refus de mandat. Ça, c'est pas un exemple de refus de mandat. J'ai refusé de continuer de poursuivre avec lui. Et t'as pas un exemple vraiment carrément de refus de mandat? C'est pas moi, mais c'est les filles. La maison... Ouais. C'est un bon exemple. Moi, j'étais très fière de vous. Tu peux en parler Oh, je peux en parler. Bien, je refais. Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple de refus de mandat? Alors oui, qui est assez extrême, où la personne a insisté pour qu'on prenne le mandat. Donc c'était juste avant la vente des vins, pour qu'elle puisse être affichée en vitrine. Donc, parce que la vente des vins à Beaune, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. Alors déjà, je suis très bien placée géographiquement, mais en plus, avec toutes les animations qu'il y a à Beaune, j'ai énormément de passages. Et la vente des vins, c'est important d'être en vitrine à la vente des vins, je confirme. Donc, il y a une cliente qui nous demande de faire l'estimation de son bien. Donc, mon équipe y va, donne le résultat de l'estimation qui est bien en dessous des espérances de la propriétaire. Il y a combien d'écart? Plus de 100 000 euros d'écart? 250 000 euros d'écart. 250 000 euros d'écart. Vous l'estimez 168 000 le bien, et elle en veut 410 net vendeurs, je crois, de mémoire. Donc oui, parce que je suis pas la seule à refuser les mandats. Je demande à mon équipe de refuser les mandats quand ça paraît aberrant. Ouais. On peut accepter des mandats qui sont légèrement plus élevés dans certaines situations. Mais là, donc, la cliente insiste pour que les filles prennent le mandat au prix qu'elle a décidé. Donc les filles lui disent que l'estimation est bien en deçà de ses espérances et elle refuse le mandat. Donc la propriétaire insiste en disant « mais c'est quand même pas normal qu'une agence immobilière refuse le mandat. Je veux être dans votre vitrine pour la vente des vins. En gros, on ne sait jamais, il y aura peut-être un client étranger. Un gogo qui passe, quoi, en gros. Un gogo qui passe, qui ne ouais. connaît pas le marché et qui va accepter d'acheter mon bien à ce prix-là. Je joue, je veux jouer
un coup de poker. Les filles ont refusé. J'étais très très fière d'elles parce que ça veut dire que le propriétaire veut arnaquer le client. Et c'est hors de question qu'on arnaque un client. C'est le mot que j'allais prononcer, que j'osais pas prononcer, parce que là, oui, on pourrait estimer que l'agent immobilier est complice Oui, d'une opération de vente qui n'est pas très régulière quand même. tout à fait. Une surestimation de ce type. Tout à Et fait. d'essayer de profiter en fait d'un événement avec des étrangers qui viennent en fait sur cette ville, parce que c'est ça clairement ce que veut le client. Parce que d'après ce que tu décris, c'est pas un client qui est hors des réalités, c'est un client qui a une idée en tête. Oui, exactement. D'accord. Alors, je peux pas dire qu'elle était super contente de notre estimation, mais les filles expliquent le pourquoi du comment. Bon, peut-être qu'elle en voulait, elle avait dans sa tête peut-être l'idée que ça coûte 250 000. Je sais pas, non, plus encore dans sa tête. Mais elle voulait quand même profiter. Voilà, un coup de poker. Elle vous a dit un coup de poker. Hein. Donc, dans ce cas-là, mandat refusé. mandat On refusé. s'embête pas hein, avec À quelque titre chose. d'exemple. Ouais, très bien. Voilà. Pour terminer, on est plus de 2 ans après la création de l'agence. Qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta démarche, peut-être en amont de réflexion, et depuis 2 ans en toute transparence, qu'est-ce que tu ne referais pas si tu y réfléchissais? Ou finalement, tu te dis qu'après tout, tu as fait ce qu'il fallait faire? Non, j'ai fait avec les moyens du bord, avec mes capacités aussi bien financières, intellectuelles, surtout de temps. Non, je suis plutôt assez satisfaite de tout ce que j'ai fait. Et même quand, si par exemple j'ai fait une erreur, ça m'a permis surtout d'apprendre et de ne pas la renouveler. Donc non. Jusqu'à maintenant, je suis ravie de tout ce qui se passe, ravie des compliments des clients, des notaires, ouais, je suis vraiment enchantée. Je suis ravie d'avoir choisi cette enseigne. À titre d'exemple, on a des quantités de personnes qui s'arrêtent devant l'agence et qui prennent des photos parce que j'ai une orientation marketing importante et je voulais un nom percutant. Donc, c'est un nom percutant, on le prend en photo. Oui, parce qu'on ne l'a jamais dit jusqu'à l'a maintenant, pas dit. c'est Dr House, hein, l'enseigne que Voilà. tu as choisie. Tout à fait. Ouais. Je voulais annoncer la couleur et j'ai déjà eu un client qui est rentré en disant quand j'ai vu votre agence, le nom de votre agence, je me suis dit que vous aviez de l'humour. Et en fait, on annonce la couleur comme quoi on travaille dans l'humour et c'est un grand bonheur pour les clients. Ça n'empêche pas d'être professionnel. Et j'ai des quantités j'ai des quantités de compliments. Mon équipe a des quantités de compliments. On travaille dans une très très bonne humeur, dans l'entraide. Ce qu'on reproche souvent au sein d'une agence immobilière, c'est qu'on se tire un peu dans les pattes. C'est ce qu'on entend parfois, Voilà. oui, reconnaissons. Moi, je pars du principe qu'on doit vraiment s'entraider. J'ai une équipe qui s'entraide. Si je vais pouvoir revenir à ce que je ne referai pas, parce que ça me fait penser à autre chose. Et puis surtout, j'ai la chance de pouvoir travailler aussi avec les plupart des agences de Beaune, parce que faut pas oublier que notre concurrence est le particulier et non pas les agences. Donc, on met en place beaucoup interagences pour travailler avec toutes les agences. Très sage, je rappelle qu'effectivement, le principal concurrent de l'agent immobilier ne sont pas les autres agents immobiliers, mais bien les particuliers. C'est les particuliers qui pensent gagner de l'argent en se passant d'une agence, mais statistiquement, ils en perdent. Leur prix net vendeur est statistiquement inférieur. Et c'est sécurisant de passer par une agence immobilière qui travaille de façon professionnelle, bien évidemment. Alors, tu voulais citer finalement quelque chose que tu ne referais pas? En fait, j'ai recruté des négociateurs qui sont venus à moi, qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, d'argent, qui n'ont pas forcément amélioré l'image de mon agence, alors que je tiens énormément à l'image de mon agence. Et je ne vais pas dire si c'était à refaire, je ne le referais pas, puisque
ne l'ayant pas fait, je ne savais pas que c'était possible. Mais en tout cas, oui, si je dois parler d'un regret, c'est ça. C'est pas parce qu'on semble avoir le profil adéquat et les connaissances adéquates pour travailler dans une agence immobilière qu'en fait les personnes sont en capacité de travailler dans une agence immobilière. Alors, qu'est-ce qui leur a manqué à ces collaborateurs potentiels ? Alors, Parce que tu dis qu'ils avaient les connaissances, ouais, qu'ils avaient l'envie. ouais. Alors, qu'est-ce qui leur manquait ? De se mettre à la place du client. Les critères de chacun sont propres à chacun. Il ne faut pas être dans le jugement. Trop de projections personnelles. Trop peu d'écoute. Si on laisse parler un client, le client nous apporte des quantités d'informations qui vont enrichir nos connaissances du marché, la connaissance du client. Et en fait, j'ai eu des mauvaises expériences avec des personnes qui avaient mon âge ou plus, en pensant qu'ils auraient l'expérience qui permettait de bien travailler. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que mon équipe est plutôt jeune et c'est plus facile de travailler pour moi, jusqu'à maintenant, avec des jeunes qui veulent apprendre, qui ne font pas ceux qui connaissent tout. Et ma déception, c'est ça. C'est de m'être trompé sur le recrutement. C'est pas facile, le recrutement. Tout à fait. Alors, juste pour terminer, parce que c'est vrai que j'ai souvent des questions d'étudiants, de stagiaires dans des formations avec des objectifs de création d'une agence immobilière, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas à court terme. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a un objectif de création d'une agence immobilière ? Selon toi, le conseil principal ? Le conseil principal, même si on a plein de connaissances et tout ça, si on est trop jeune, on ne crée pas une agence immobilière. Il faut avoir de l'expérience, pas forcément, enfin, de l'expérience dans l'immobilier bien évidemment, mais de l'expérience dans plein de domaines. J'ai créé mon agence immobilière en même temps que je passais mon BTS. On peut se dire, elle n'avait pas assez d'expérience. Non, j'avais plein d'expérience dans un autre métier que j'ai pu transposer à l'immobilier. J'avais plein d'expérience en tant que maman qui doit gérer un budget, ainsi de suite. Et un jeune, à mon sens, n'est pas en capacité de créer une agence immobilière. Voilà. Donc, savoir prendre son temps et mûrir les choses, en fait. Et pas être trop pressé. Non. Bien. Eh bien, Cécile, merci. Bon courage pour la suite. Merci à toi. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Éric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.